Maggie May Trammell est née le 25 octobre 2010 à Bartlesville, dans l'État de l'Oklahoma, une petite ville universitaire située à 75 km au nord de Tulsa et à 30 km au sud de la frontière avec le Kansas. Elle était la fille unique de Benjamin Trammell et de Lindsay Fiedler. Cette dernière était déjà mère de deux garçons âgés respectivement de 4 et de 3 ans. Toutefois, Lindsay était loin d'incarner une mère exemplaire. À cette époque, âgée de 26 ans, elle traînait un lourd passé judiciaire. Elle avait été arrêtée pour des faits d'agression, de vol, de non-comparution devant le tribunal, de possession de substances illicites, de conduite sans permis, ainsi que pour avoir transporté ses enfants sans siège auto. Sa famille nourrissait de vives inquiétudes à son sujet en raison de ses antécédents de consommation de drogue. En réalité, ses proches avaient déjà tenté de lui faire retirer ses droits parentaux avant même la naissance de Maggie May. Au mois d'avril, alors que Lindsay était enceinte de 4 mois, elle fut arrêtée pour consommation de substances illicites. Ce qui avait débuté comme une dépendance s'était rapidement mué en tragédie. Le 4 novembre, Lindsay absorba une nouvelle dose, espérant que cela l'aiderait à accomplir les tâches ménagères. Elle rassembla le linge sale, le déposa dans une machine à laver à chargement par le haut, ajouta de la lessive, puis lança le cycle. Cependant, elle n'était pas seulement sous l'effet d'un stimulant. Il fut révélé par la suite que son organisme contenait non seulement des substances excitant le système nerveux, mais aussi d'autres médicaments, notamment des sédatifs et des analgésiques. Ce détail est essentiel, car Lindsay éprouvait une profonde fatigue, un symptôme peu compatible avec les effets habituels des stimulants, mais qui pourrait s'expliquer par la présence des autres substances détectées dans son organisme. Pendant que le linge tournait, Lindsay décida de s'allonger pour se reposer un instant. Il convient de préciser qu'elle avait un nouveau-né et 2 jeunes garçons à charge, et que leur père était absent ce jour-là. Au même moment, la tante de Lindsay, Rhonda Cochat, décida de lui rendre visite, ainsi qu'à la petite Maggie May, âgée de seulement 10 jours. En entrant dans la maison, Rhonda aperçut Lindsay profondément endormie sur le canapé du salon. Cependant, le bébé était introuvable. Un détail attira aussitôt son attention. La machine à laver produisait un bruit sourd et irrégulier, ce grondement sourd qui résonne dans toute la maison lorsque le tambour est déséquilibré. Les bruits n'ayant pas réveillé Lindsay, Rhonda ouvrit la machine pour répartir elle-même le linge. Mais il ne s'agissait ni de chaussures, ni de vêtements lourds. À l'intérieur du tambour se trouvait le corps sans vie de Maggie May, âgée de 10 jours. Sous l'emprise de substances illicites, Lindsay plaça sa fille nouveau-née dans la machine à laver avec le linge sale, puis lança le cycle de lavage. Le nourrisson y demeura pendant près de 40 minutes. Rhonda réveilla alors Lindsay et lui expliqua ce qui venait de se produire. Horrifiée, celle-ci appela les secours en criant « Mon bébé est mort !» Elle se disputa ensuite violemment avec sa tante, l'accusant d'être responsable de ce qui s'était passé. Rhonda lui répondit cependant « Non, je ne l'ai pas tué. C'est toi qui l'as fait. » Les ambulanciers tentèrent désespérément de sauver la vie de Maggie May durant le trajet vers l'hôpital. Malheureusement, tous leurs efforts furent vains. Maggie May Trammell, âgée de seulement 10 jours, fut déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. La scène était d'une telle violence émotionnelle que même des secouristes aguerris fondirent en larmes. John Hauer, l'ambulancier qui avait tenté de sauver Maggie, déclara plus tard « C'est horrible. Je ne sais même pas comment décrire ce que j'ai vu. » Le chef de la police de Bartlesville, Tom Holland, confronté au fil de sa carrière à de nombreux meurtres et crimes liés aux gangs de rue, a qualifié cette affaire de la plus tragique qu'il ait jamais eu à traiter. Selon ses déclarations, l'un des enquêteurs chevronnés chargés de photographier le corps de Maggie May à l'hôpital n'a pas supporté la scène et a quitté précipitamment les lieux, bouleversé par ce qu'il venait de découvrir. Holland a assuré que l'enquête serait menée avec la plus grande rigueur. La famille de Lindsay, tout comme l'ensemble de la communauté locale, a été profondément bouleversée par les événements ayant conduit à la mort de Maggie May. Son compagnon, Benjamin Trammell, a exprimé son soutien à Lindsay, affirmant avec conviction qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à leur fille nouveau-née. Il déclara « Au fond de moi, je ne peux pas croire que Lindsay ait pu faire du mal à notre petite fille. Je n'y crois pas, honnêtement. » La tante du nourrisson, Jessica Solis, décrivit Maggie May comme « très petite ». Elle avait de longs pieds et de grandes mains. Elle précisa ne l'avoir vue que 4 fois et insista sur la nécessité de sensibiliser les gens aux conséquences dramatiques de la consommation de substances illicites.
Lindsay fut immédiatement arrêtée et ses deux fils furent placés sous la protection des services sociaux avant d'être confiés à des membres de la famille. Elle fut incarcérée à la prison du comté de Washington, avec une caution fixée à 100 000 dollars. Dans un premier temps, elle fut inculpée de meurtre au premier degré. Toutefois, le procureur décida d'alléger les charges, l'enquête ne disposant pas d'un nombre suffisant d'échantillons sanguins pour déterminer avec exactitude la quantité de substances illicites présentes dans son organisme. De plus, il n'était pas établi avec certitude que Lindsay avait agi avec l'intention de nuire à son enfant. Le médecin légiste conclut que Maggie May était décédée à la suite d'un homicide. La cause du décès fut attribuée à une noyade. Le rapport d'autopsie précisait également que le corps présentait de nombreuses écorchures et contusions, compatibles avec les blessures causées par le fonctionnement d'une machine à laver. Plus tard, des experts prélevèrent des échantillons de sang de Maggie May afin d'y rechercher d'éventuelles substances illicites. L'analyse toxicologique s'avéra négative. Peu après, Lindsay déclara « Je n'ai pas fait preuve de la vigilance et de la prudence nécessaires dans la prise en charge de Maggie May en raison de ma consommation de drogue et de médicaments délivrés sur ordonnance. » Elle reconnut ainsi que ses propres actes avaient conduit à la mort de sa fille. Lindsay ajouta « Oui, tout le monde me juge, et je le mérite, car on ne peut pas s'occuper d'enfants quand on est dépendante. Mais je sais que je n'ai jamais voulu faire de mal à mes enfants. Jamais. Tout va si mal. Tout le monde ne fait que m'accuser. J'ai l'impression que le monde entier est contre moi. » Lindsay déclara que depuis le 4 novembre, elle faisait chaque matin le même cauchemar. « Vivre dans ma peau est un enfer. Tout le monde me dépeint comme un monstre. Je veux que la vérité éclate, mais je sais que cela n'arrivera pas. Je suis coupable de ne pas avoir pris soin de mon enfant. Et j'ai perdu ma fille. Je sais que je ne suis pas une victime dans cette histoire. J'aurais préféré mourir à sa place. Il n'y a pas de douleur plus grande que celle que je ressens. » Elle raconta qu'en novembre 2010, elle avait nourri le bébé, lui avait donné le bain, l'avait changé, puis couché. Ensuite, elle s'était endormie sur le canapé. À son réveil, sa tante avait découvert Maggie May dans la machine à laver. Lindsay affirma également que sa tante se trouvait elle-même sous l'emprise de substances illicites, tentant ainsi de proposer une version alternative des faits. Malgré cela, Rhonda Cochat n'a pas été inculpée dans l'affaire de la mort de Maggie May. Toutefois, un élément de son récit a retenu mon attention. La majorité des sources indiquent que Rhonda serait entrée dans la maison pour rendre visite à Lindsay et aux enfants, et qu'elle aurait découvert la tragédie par hasard. Pourtant, dans un article publié le 3 mars 2011 sur un site internet, Rhonda affirme avoir nourri Maggie May, lui avoir changé sa couche, puis que Lindsay aurait emmené la petite dans une autre pièce pour la coucher. Or, Rhonda a déclaré à la police qu'elle avait découvert l'enfant dans la machine à laver après avoir entendu un bruit étrange. Si cette version est exacte, cela implique que Rhonda serait restée dans la maison plus longtemps que les 40 minutes nécessaires à un cycle complet d'essorage. Dès lors, une question se pose. Pourquoi ne s'est-elle pas inquiétée plus tôt de l'absence de Maggie May ? Le 9 août 2011, Lindsay renonça à son droit à un procès devant jury et plaida coupable d'homicide involontaire ainsi que de négligence envers un enfant. Elle fut condamnée à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, 15 ans pour négligence et 4 ans pour homicide involontaire, les peines devant être purgées simultanément. À sa libération, elle sera soumise à une période de surveillance judiciaire de 15 ans. Lindsay fut également condamnée à verser une amende de 1 500 $, à suivre un programme obligatoire de traitement de la toxicomanie et à s'enregistrer en tant que personne reconnue coupable d'un crime violent. Étant donné que ce crime est classé comme violent par la législation de l'État de l'Oklahoma, elle devra purger au moins 85% de sa peine avant de pouvoir solliciter une libération conditionnelle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un j'aime et en vous abonnant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Manfred et son épouse Maricia ont été retrouvés morts à leur domicile. De l'argent, des bijoux ainsi que plusieurs objets de valeur avaient disparu de la scène du crime. Les forces de l'ordre ont d'abord supposé qu'il s'agissait d'un cambriolage ayant mal tourné. Pourtant, quelques jours plus tard, les soupçons se sont orientés vers les enfants du couple. Un seul achat a suffi à confirmer l'ensemble des hypothèses des enquêteurs. La famille von Richthofen était composée de Manfred,
ingénieur issu d'une famille aristocratique originaire d'Allemagne, de Maricia, personnalité reconnue dans le domaine de la psychiatrie et d'origine libano-portugaise, ainsi que de leurs deux enfants, leur fille aînée, Suzanne, et leur fils cadet, Andreas. Tous deux sont nés au Brésil, pays dans lequel la famille avait choisi de s'établir. Là-bas, leurs affaires, tant professionnelles que financières, ont rapidement prospéré. Manfred a obtenu un poste au sein de l'une des entreprises chargées de la gestion des autoroutes de Sao Paulo. Il y jouissait d'une excellente réputation. Travailleur appliqué, il s'acquittait rigoureusement de toutes les missions qui lui étaient confiées, ce qui lui a valu, avec le temps, plusieurs promotions. Maricia, de son côté, a fondé sa propre clinique psychiatrique qui accueillait de nombreux patients. Cette activité lui permettait de contribuer de manière substantielle au budget familial. En outre, tous deux avaient hérité d'une fortune considérable de leurs familles respectives. Les von Richthofen vivaient dans une somptueuse demeure. Ils organisaient régulièrement des réceptions, offraient à leurs amis des présents de grande valeur et en recevaient en retour tout aussi précieux. Ils faisaient tous partie des familles les plus influentes du Brésil, parmi lesquelles figuraient des politiciens, des artistes et plus généralement des personnes extrêmement fortunées. Leurs enfants, quant à eux, étaient perçus comme des adolescents exemplaires. Ils fréquentaient les établissements scolaires les plus prestigieux, parlaient plusieurs langues et obtenaient d'excellents résultats. D'un naturel réservé, ils ne se disputaient jamais avec leurs parents, obéissaient sans discuter, n'assistaient pas à des fêtes et ne sortaient jamais tard avec leurs amis. Suzanne, l'aînée, affirmait vouloir devenir une avocate célèbre. Dès l'âge de 12 ans environ, elle s'était mise à se préparer avec sérieux pour intégrer l'une des meilleures universités du pays. Tous ceux qui les connaissaient les considéraient comme une famille idéale. Pourtant, avec le temps, tout a commencé à changer. En août 1999, les 4 membres de la famille se rendirent en promenade dans le parc d'Ibirapuera, le plus célèbre de Sao Paulo, surnommé les poumons de la ville. Ce jour-là, une exposition consacrée au modélisme aérien y était organisée. Andreas, alors âgé de 12 ans, fut profondément impressionné par ce qu'il découvrit. Lors de cette exposition, un atelier était également proposé, animé par un jeune homme de 19 ans, prénommé Daniel Krabinas. Andreas supplia ses parents de l'y inscrire et se montra si insistant qu'il finira par céder. Dès le début des cours, Andreas et Daniel nouèrent une solide amitié. Malgré leur importante différence d'âge, ils commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble. Andreas se rendait fréquemment au parc où Daniel passait de longues heures et ce dernier se mit peu à peu à fréquenter la maison familiale. Cette relation était cependant mal vue par les parents d'Andreas car Daniel était issu d'un milieu modeste. Son père avait été incarcéré à plusieurs reprises, tout comme sa mère et ses frères aînés. Daniel, à cette époque, n'avait encore commis aucun délit, mais les parents d'Andreas étaient persuadés qu'il exerçait une mauvaise influence sur leur fils. Malgré leur réticence, ils finirent par tolérer sa présence chez eux. Finalement, Daniel entama une conversation avec Suzanne. Elle fut immédiatement fascinée par ce garçon et, dès les premières minutes de leur échange, elle sentit qu'elle devait être avec lui. Quelques mois après leur rencontre, ils commencèrent à se fréquenter, mais gardèrent leur relation secrète vis-à-vis des parents de Suzanne. Ils redoutaient que, tout comme ils avaient désapprouvé l'amitié entre Andreas et Daniel, ceux-ci rejettent également leur relation. Au fil des mois, les parents de Suzanne commencèrent à remarquer des changements dans son comportement. Elle, qui jusque-là avait toujours été une adolescente calme, réservée et obéissante, se mit peu à peu à se rebeller. Elle cessa de prêter attention à ses parents, fit l'école buissonnière, et tous les projets d'avenir auxquels elle tenait perdirent soudain toute leur importance. Et pourtant, grâce à ses excellents résultats scolaires, elle réussit, quelques années plus tard, à intégrer une université catholique très prestigieuse au Brésil pour y étudier le droit. À ses parents, elle affirmait qu'elle révisait chez une amie le soir, ou qu'elle restait tard à l'université en raison de devoirs à terminer. Mais tout cela n'était que mensonge. En réalité, elle passait ses nuits avec Daniel dans des motels, séchait les cours pour rester à ses côtés, et elle commença également à consommer. Ses parents découvrirent la vérité le jour où elle ne rentra pas à la maison. Comme elle avait affirmé qu'elle passerait la nuit chez une amie, sa mère décida de l'appeler. L'amie lui répondit que Suzanne n'était jamais venue et qu'elle ignorait où elle se trouvait. Lorsque la jeune fille rentra enfin, elle avoua tout à ses parents.
Ces derniers lui demandèrent aussitôt de mettre un terme à sa relation avec Daniel. Mais Suzanne refusa de les écouter et continua à le voir, malgré leur interdiction. Elle lui offrait des cadeaux de grande valeur, des téléviseurs, du matériel électronique, des bijoux, ainsi que de l'argent pour acheter toutes sortes de choses, le tout aux frais de ses parents fortunés. Sur son lieu de travail, les collègues de Daniel disaient de Suzanne qu'elle était une poule aux œufs d'or, en raison de sa générosité envers lui. Le jeune homme revendait fréquemment les cadeaux qu'il recevait afin de se procurer de l'argent qu'il utilisait pour aider sa famille ou acheter de la drogue. La relation entre Suzanne et Daniel devint progressivement incontrôlable. Beaucoup affirmaient qu'ils étaient devenus obsédés l'un par l'autre. Daniel alla même jusqu'à faire imprimer le visage de Suzanne sur l'oreiller avec lequel il dormait. Chaque jour, Suzanne cherchait à passer du temps avec lui, séchait les cours, et peu à peu, il ne resta plus rien d'autre dans sa vie que son petit ami. En 2002, les parents de Suzanne interdirent formellement à leur fille de revoir Daniel. Ils estimaient que la situation avait dégénéré et qu'ils devaient impérativement intervenir. Ils lui défendirent de sortir de la maison. Son père commença alors à l'accompagner et à venir la chercher à l'université, et pendant plusieurs semaines, elle ne vit plus Daniel. Cependant, dès que ses parents relâchèrent leur surveillance, elle recommença à voir son petit ami en cachette. Persuadée que la relation était bel et bien terminée, ses parents se laissaient rassurer par ses paroles. Suzanne leur affirmait régulièrement qu'ils n'étaient plus ensemble. La réalité, pourtant, était tout autre. Le 31 octobre 2002, Suzanne et Andreas quittèrent discrètement la maison. C'était devenu une habitude. La nuit, ils attendèrent que leurs parents s'endorment, se retrouvaient dans la chambre de l'un ou de l'autre, puis sortaient par la fenêtre pour rejoindre Daniel. Andreas s'entendait si bien avec lui qu'il n'avait jamais révélé à ses parents que sa sœur continuait à le voir, et qu'il l'accompagnait lui-même. Ils allaient ensemble à des fêtes, consommaient de la drogue, et Andreas était toujours avec eux. Ce soir-là, le 31 octobre, ils avaient prévu quelque chose d'un peu différent. L'anniversaire de Suzanne approchait. Elle devait avoir 19 ans le 3 novembre, et elle souhaitait le célébrer en avance. Elle proposa d'aller dans un cybercafé. Andreas, passionné de jeux vidéo, accepta sans hésiter. Suzanne expliqua qu'il pourrait y jouer pendant quelques heures, et l'idée plut à tout le monde. Elle et Daniel restèrent un moment avec Andreas, puis s'absentèrent pour passer quelques heures dans un motel. Andreas, absorbé par les jeux, accepta leur départ sans s'en inquiéter. Il était environ 23 heures lorsqu'ils quittèrent le cybercafé, et ils ne revinrent qu'à 3 heures du matin. Ils passèrent encore un peu de temps ensemble avant de rentrer chez eux vers 4 heures. Ils constatèrent que la porte d'entrée était ouverte et furent pris de panique. Suzanne et Andreas pénétrèrent dans la maison. À ce moment-là, Daniel était déjà parti. Ils appelèrent leurs parents, puis tentèrent de les joindre par téléphone, sans obtenir de réponse. Inquiets, ils s'emparèrent même d'un couteau de cuisine. Suzanne appela alors Daniel qui, à son tour, contacta la police. À leur arrivée, les agents trouvèrent les deux jeunes à l'extérieur de la maison. Suzanne et Andreas expliquèrent qu'ils n'avaient pas osé chercher leurs parents, redoutant qu'il ne leur soit arrivé quelque chose de grave ou que quelqu'un se trouve encore à l'intérieur. Les policiers constatèrent que l'alarme et les caméras de surveillance étaient éteintes et déconnectées. En montant à l'étage, dans la chambre des parents, ils découvrirent les corps de Manfred et Maricia. Tous deux avaient été battus à mort et présentaient de multiples blessures. Maricia avait tenté de se défendre, mais 3 de ses doigts étaient brisés. Elle avait également été étranglée avec la même serviette que celle qui lui avait été enfoncée dans la bouche. La scène était insoutenable. De l'argent et plusieurs bijoux manquaient. La famille possédait des économies en différentes devises, euros, dollars, réaux, et tout avait disparu. À première vue, tout laissait croire à un cambriolage. Les enfants semblaient bouleversés par les événements. Andreas était en état de choc, Suzanne pleurait sans retenue, criait. Il était évident qu'ils avaient du mal à accepter la mort de leurs parents. Pourtant, quelques jours plus tard, les enquêteurs commencèrent à observer chez la jeune fille un comportement troublant. Le 3 novembre, soit 2 jours seulement après les funérailles de ses parents, Suzanne célébra son anniversaire en organisant une fête au bord de la piscine. La police en fut informée ce jour-là, alors que des agents s'étaient rendus au domicile familial pour prendre des nouvelles de Suzanne, pensant qu'elle serait très affectée par le deuil. Ils souhaitaient également s'enquérir de l'état d'Andreas et poser quelques questions complémentaires sur la nuit des faits.
Les deux jeunes disposaient d'un alibi. Daniel et Suzanne avaient conservé un reçu du motel où ils avaient commandé à manger, ce qui permettait de situer leur présence au cybercafé et au motel à un horaire précis. Toutefois, le couple ne pouvait justifier les quelques heures écoulées entre le moment où ils avaient laissé Andreas au café et celui où ils avaient passé commande au motel. Ils affirmaient être restés sur place, mais aucun élément ne permettait de vérifier l'heure exacte de leur retour dans la chambre. La police doutait donc de leur version, même si aucune preuve tangible ne permettait de les contredire. Rien ne permettait d'incriminer Suzanne de manière formelle, lorsque les enquêteurs découvrirent qu'elle avait organisé une fête. Cela leur parut pour le moins étrange. Mais là encore, aucun indice ne permettait d'en faire une suspecte dans le meurtre de ses parents. Les jours passaient, et bientôt, un simple achat allait permettre à la police de remonter jusqu'au meurtrier. Un jeune homme de 26 ans, prénommé Christian Krabinas, frère aîné de Daniel, acheta une moto qu'il paya en espèces, en dollars. Ce comportement surprit vivement le vendeur. Il se souvint que le jeune homme était entré dans le magasin sans chercher quoi que ce soit de particulier. Il s'était contenté de dire qu'il souhaitait acheter quelque chose de très cher. Le vendeur, persuadé dans un premier temps que le client n'avait pas les moyens, fut stupéfait de le voir sortir une importante liasse de billets en devises étrangères. Ce geste lui parut immédiatement suspect. Il conclut néanmoins la vente, encaissa l'argent, puis alerta sans tarder la police. Les agents se rendirent rapidement au domicile de Christian afin de l'interroger sur l'origine de cette somme. À ce stade, aucun lien n'était encore établi avec le meurtre des von Richthofen. Les enquêteurs supposèrent que Christian était peut-être impliqué dans un trafic de stupéfiants ou qu'il avait dérobé cet argent à quelqu'un. Mais au cours de l'interrogatoire, Christian finit par avouer que lui et son frère Daniel étaient les auteurs du double homicide. Il précisa cependant que c'était Suzanne elle-même qui avait tout planifié. Elle souhaitait mettre la main sur l'héritage familial et surtout poursuivre sa relation avec Daniel, que ses parents désapprouvaient fermement. Daniel et Suzanne furent arrêtés le même jour que Christian, puis remis aux autorités judiciaires pour être interrogés. Daniel passa rapidement aux aveux, confirmant point par point les déclarations de son frère. Suzanne, en revanche, nia catégoriquement toute implication. Elle affirma qu'elle ignorait tout, qu'elle était sous l'emprise de substances ce jour-là, qu'elle se souvenait être rentrée chez elle, mais qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé ensuite. Grâce aux témoignages concordants des deux frères, la police parvint néanmoins à reconstituer avec précision la chronologie des faits. Le 31 octobre 2002, après avoir déposé Andreas dans un cybercafé, le couple ne se rendit pas dans un motel, contrairement à ce qu'il avait déclaré, mais retrouva le frère de Daniel. Tous trois se dirigèrent alors vers le domicile familial de Suzanne. Âgée de 18 ans, celle-ci entra la première, désactiva le système d'alarme ainsi que les caméras de surveillance, puis fit entrer son petit ami et le frère de celui-ci afin qu'ils exécutent ses parents. Elle leur remit des gants afin de ne laisser aucune empreinte, ainsi que plusieurs sacs poubelles destinés à contenir tout objet taché de sang susceptible d'être utilisé comme preuve. D'après l'état des lieux, il était évident que les auteurs du crime n'étaient pas des professionnels. L'intérieur était sens dessus dessous. Toutefois, aucun élément compromettant ne fut retrouvé, ce qui indiquait que les faits avaient été préparés avec minutie. On ignore si Suzanne a vu les corps de ses parents. Une fois le double meurtre commis, les trois individus regagnèrent leur véhicule, se débarrassèrent des sacs qu'ils avaient emportés, ainsi que des gants et de tout ce qu'ils avaient utilisé, puis reconduisirent Daniel chez lui. Ce n'est qu'ensuite que Daniel et Suzanne se rendirent dans un motel afin de se constituer un alibi. Ils patientèrent quelques instants, puis commandèrent des sandwichs et des sodas depuis leur chambre. Un reçu fut émis, attestant de leur présence. Quelques minutes plus tard, ils quittèrent l'établissement pour rejoindre Andreas au cybercafé, où ils restèrent un certain temps avant de rentrer chez eux. Daniel s'absenta de nouveau peu après. De nombreux éléments faisaient peser les soupçons sur les deux frères. Ainsi, lorsque Daniel contacta la police, il mentionna avec précision le montant des économies de la famille, un détail jugé troublant par les enquêteurs. Toutefois, tant qu'aucun d'eux n'avait formulé d'aveu, aucune arrestation ne pouvait être légalement effectuée. Après ces événements, la relation entre Suzanne et son frère se détériora de manière irréversible. Andreas poursuivit ses études et s'installa chez leur grand-mère, tentant de mener une vie aussi normale que possible. Le crime attira très vite l'attention des médias.
L'histoire d'une jeune femme de 18 ans, issue d'un milieu privilégié, ayant orchestré l'assassinat de ses parents avec l'aide de son petit ami et du frère de ce dernier, fit la une de tous les grands journaux du pays. L'affaire devint un sujet d'obsession nationale. Le procès s'étala sur plusieurs années. Ce n'est qu'en juillet 2006 que les 3 accusés furent fixés sur leur sort. Ils furent tous reconnus coupables de meurtre avec préméditation et de participation à un complot criminel. Suzanne et Daniel écopèrent chacun d'une peine de 39 ans et 6 mois de réclusion. Christian fut quant à lui condamné à 38 ans et 6 mois. En 2013, les 2 frères obtinrent l'autorisation de bénéficier d'un régime pénitentiaire semi-ouvert. Ils étaient autorisés à quitter la prison en journée pour travailler, à condition de regagner leur cellule chaque soir. En 2014, Daniel se maria. 3 ans plus tard, il fut libéré avant la fin de sa peine. Il retrouvait la liberté, mais devait se présenter régulièrement au parquet pour émarger. Son frère Christian fut libéré la même année. Toutefois, quelques mois plus tard, il fut de nouveau arrêté pour avoir agressé son ex-compagne et tenté de corrompre des agents de police. Suzanne, de son côté, épousa en détention Sandra Ruiz Gomez, une codétenue au passé judiciaire similaire. Leur union prit fin par un divorce. Elle entama ensuite une relation avec un homme d'affaires. En 2015, elle fut libérée à son tour et annonça sa conversion au protestantisme évangélique, affirmant vouloir recommencer une nouvelle vie. Elle déclara avoir tenté de renouer avec son frère, mais leur relation était, selon elle, irrémédiablement brisée. La même année, Suzanne admit avoir bel et bien planifié l'assassinat de ses parents afin de s'approprier leur fortune. Elle précisa toutefois qu'aucun d'eux n'avait imaginé qu'un complice irait jusqu'à parler ou effectuer un achat aussi voyant que celui de Christian, qui avait payé une moto en liquide, un geste qui déclencha toute l'enquête. Stephen Davis avait 32 ans. Bien qu'il ne fût pas le seul enfant de la famille, il est toujours resté spécial aux yeux de sa mère, sa principale lumière dans la vie. Qui aurait cru qu'un jour cette femme montrerait au monde ce qu'une mère est capable de faire pour son fils, surtout dans une situation où la justice dépend uniquement d'elle. Cette histoire se déroule aux Philippines. Margaret Davis est devenue mère pour la première fois le 27 mars 1970, à la naissance de Stephen. Quelques années plus tard, le couple Davis a eu 2 autres enfants, portant ainsi la famille à 5 personnes. La famille menait une vie ordinaire dans la ville de Nottingham, située au centre de l'Angleterre, sur les rives de la rivière Trent. Le premier coup dur a été la mort tragique du mari de Margaret dans un accident de voiture au milieu des années 1980. Depuis, elle a dû élever seule ses 3 enfants. Stephen, en tant que frère aîné, a pris ses responsabilités et a fait ce qu'il pouvait. Il a canalisé sa douleur en soutenant ses proches. Il s'est mis à lire et à étudier, ce qui a fait de lui un excellent élève. Il est devenu un exemple pour les plus jeunes et un véritable soutien pour sa famille. Margaret ne resta pas longtemps seule. Elle rencontra un nouvel amour. Et bientôt les enfants eurent un beau-père nommé Adam. Il réussit à trouver un terrain d'entente avec les enfants et, avec le temps, il commença à les traiter comme les siens. Dès son plus jeune âge, Stephen s'intéressa aux ordinateurs et à la programmation. Après avoir terminé ses études, il obtint un poste dans une société de technologie de l'information basée à Hong Kong. Le propriétaire de l'entreprise lui proposa de tripler son salaire s'il acceptait de quitter sa ville natale pour s'installer à Hong Kong. C'est ainsi qu'à l'âge de 21 ans, Stephen fit ses valises et quitta l'Angleterre pour l'Asie afin d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Margaret ne resta pas longtemps seule. Elle rencontra un nouvel amour, et bientôt les enfants eurent un beau-père nommé Adam. Celui-ci réussit à trouver un terrain d'entente avec eux et, avec le temps, commença à les traiter comme ses propres enfants. Dès son plus jeune âge, Stephen s'intéressa aux ordinateurs et à la programmation. Après avoir terminé ses études, il obtint un poste dans une société spécialisée en technologie de l'information, basée à Hong Kong. Le propriétaire de l'entreprise lui proposa de tripler son salaire s'il acceptait de quitter sa ville natale pour s'installer à Hong Kong. C'est ainsi qu'à l'âge de 21 ans, Stephen fit ses valises et quitta l'Angleterre pour l'Asie, entamant un nouveau chapitre de sa vie. C'est lors de l'une des fêtes d'Angeles que Stephen rencontra une certaine Evelyn. Selon ses amis, ce fut le coup de foudre. Elle n'avait que 17 ans, et Stephen en avait 10 de plus. Le soir où Stephen et Evelyn se rencontrèrent, il paya immédiatement au propriétaire du bar 500 livres sterling.
soit un peu plus de 650 $. Cet acte n'était pas fortuit. Grâce à lui, Evelyn n'eut plus à travailler dans l'établissement. On sait qu'Evelyn était la cadette de sa famille. Elle avait grandi avec sa sœur Gina, son père Marcel et sa belle-mère Oden. Dès son plus jeune âge, Evelyn participait aux tâches ménagères et passait beaucoup de temps avec sa mère. Mais elle avait un rêve. Comme beaucoup de jeunes femmes philippines, elle rêvait de rencontrer un homme d'Europe ou d'Amérique qui l'aiderait à échapper à la pauvreté. On peut dire que son rêve commença à se réaliser le soir même où elle rencontra Stephen. Au bout de quelques jours seulement, une relation amoureuse s'installa entre eux. Bientôt, Stephen la demanda en mariage, ce qu'Evelyn accepta. Lorsque les parents de Stephen vinrent lui rendre visite aux Philippines, il les stupéfia en leur annonçant leur mariage imminent. La cérémonie eut lieu le 9 mai 1997. Environ un an plus tard, le couple eut sa première fille, prénommée Jessica. Lorsque la petite fille eut environ 3 ans, la famille accueillit un deuxième enfant, un garçon nommé Joshua. Après le mariage, Evelyn ne travailla plus nulle part ailleurs. Stephen l'appelait sa princesse et lui disait qu'il s'occuperait entièrement d'elle. Il lui donnait régulièrement de l'argent pour ses dépenses quotidiennes et elle achetait tout ce qu'elle voulait. Le jeune couple s'installa finalement à Angeles City, où ils vécurent dans une maison spacieuse et engagèrent une femme de ménage. Celle-ci faisait la cuisine, le ménage et s'occupait des enfants. Evelyn menait une vie détendue. Ses amis remarquaient qu'elle pouvait rester au lit toute la journée, ne sortant que pour faire des courses ou rencontrer Stephen. Pourtant, Evelyn elle-même disait souvent qu'elle vivait la vie dont elle avait toujours rêvé, et la vie qu'elle disait mériter. La vie après le mariage changea vraiment pour elle. Avant, elle gagnait un peu plus de 6 $ par nuit au bar, en ayant des relations intimes avec les clients. Aujourd'hui, elle reçoit environ 1 300 $ par mois de son mari, auxquels s'ajoutent les dépenses liées à la maison, à la nounou et à d'autres nécessités. Stephen payait tout cela avec ses propres revenus, qui dépassaient les 80 000 $ par an. En outre, il aidait les parents d'Evelyn. Mais, au fil du temps, la relation entre eux commença à changer. Au fil des ans, Stephen remarqua qu'Evelyn était de plus en plus insatisfaite. Ils commencèrent à se disputer et à s'éloigner l'un de l'autre. Lorsque les parents de Stephen revinrent leur rendre visite, ils ne purent s'empêcher de remarquer ce changement. Evelyn devenait irritable pour un rien, même avec les enfants. Elle restait assise au téléphone pendant de longues périodes et pouvait s'absenter de la maison pendant des heures. Stephen était inquiet. Il ne savait pas quoi faire. Quant à sa mère, Margaret, elle se doutait de plus en plus que quelque chose n'allait pas dans la famille de son fils. Son intuition lui disait que les choses allèrent mal. Mais les vacances touchaient à leur fin et les parents de Stephen durent rentrer en Angleterre. Evelyn veilla à ce que les adieux soient chaleureux. Mais Margaret et son mari quittèrent les Philippines le cœur lourd, ils avaient le sentiment qu'une crise se profilait dans la famille de leur fils. Les problèmes continuèrent à s'accumuler. Étienne remarqua que l'argent qu'il donnait chaque mois à sa femme pour les dépenses du ménage disparaissait sans qu'on lui en rende compte. De plus, elle en demandait de plus en plus. Les montants augmentaient et dépassèrent bientôt les moyens d'Étienne. Lorsqu'il tenta de savoir où allait l'argent, Evelyn lui fit un scandale. Un jour, Stephen se porta volontaire pour emmener Jessica à l'école. Mais lorsqu'il arriva avec elle, il s'avéra que la jeune fille n'était pas du tout inscrite sur la liste. Cet incident le mit très en colère. Après cela, il décida de restreindre l'accès de sa femme à l'argent. En outre, il commença à être de moins en moins présent à la maison et à passer plus de temps dans les bars, comme il l'avait fait pendant ses années de célibat. Néanmoins, il espérait sauver son mariage et proposa à Evelyn de suivre une formation pour reprendre l'affaire, ce qu'elle refusa. Elle refusa, et Stephen lui posa un ultimatum. Soit elle étudie, soit il cesse de la soutenir financièrement parce qu'elle restait à la maison sans rien faire. À ce stade, il ne faisait plus guère confiance à sa femme. Ses disparitions, ses dépenses effrénées et ses conversations téléphoniques incessantes, qu'elle dissimulait soigneusement, ne faisaient qu'accroître ses soupçons. Et il n'était pas le seul à le penser. Lors de la visite suivante, les parents de Stephen commencèrent également à soupçonner qu'Evelyn avait quelqu'un, et les choses se précisèrent rapidement. La vérité fut révélée par la sœur aînée d'Evelyn, Gina. Rencontrant par hasard sa sœur en ville, elle lui apprit plus tard qu'Evelyn avait effectivement un amant. Il s'agissait d'Arnold, un agent de sécurité dans l'un des clubs de la ville.
Après quelques mois de relation, Arnold put s'acheter une nouvelle moto. Il s'avéra qu'Evelyn, qui exigeait de plus en plus d'argent de Stephen, ne dépensait pas de grosses sommes pour sa famille. Tout l'argent était consacré aux caprices de son amant. Ainsi, jour après jour, Margaret reçut la plus terrible des nouvelles pour une mère. Au bout du fil, on lui annonça la mort de son fils Stephen. Il avait été tué dans la ville philippine de Katy, à environ 3 heures de route de leur maison d'Angeles City. L'accident s'était produit dans un appartement que Stephen louait auprès d'un collègue de travail pour des voyages d'affaires temporaires. La police n'a trouvé ni armes ni preuves. L'enquête avançait extrêmement lentement. Pour Margaret, ce fut un véritable coup dur. Alors qu'elle commençait à peine à surmonter son chagrin, elle devait déjà entendre de la part des autorités que le meurtre de son fils n'avait pas été élucidé. Mais elle ne se découragea pas. Elle décida de rester aux Philippines. Elle loua un appartement et engagea un détective privé, un ancien chef de police qui demanda à garder l'anonymat. C'est lui qui fit avancer l'affaire. En peu de temps, il réussit à rassembler des preuves et des photographies montrant qu'Evelyn fréquentait régulièrement 2 hommes. L'un d'eux était son amant, l'autre un ami, Alexander Nogami, qui travaillait également comme agent de sécurité. Après avoir vu les photos, Margaret demanda aux autorités d'interroger les 2 hommes. Arnold et Alexander furent placés en détention. Cependant, après plusieurs jours au poste, ils furent relâchés. Aucune preuve n'avait été trouvée contre eux. Margaret ne savait pas quoi faire ensuite, mais elle décida fermement d'aller jusqu'au bout. Elle commença à financer le travail de la police. Elle paya l'essence, la nourriture et d'autres dépenses, tant que l'enquête ne s'arrêterait pas. Tout changea lorsqu'un témoin clé se présenta, Robert Patos, le mari de Gina, la sœur d'Evelyn. Il accepta de révéler tout ce qu'il savait à condition de ne pas être impliqué dans l'affaire. Les enquêteurs, n'ayant pas d'autre choix, acceptèrent. Robert raconta que, le 17 juillet 2002, Evelyn lui demanda de la conduire avec 2 hommes sur un parking près d'un certain bâtiment. Les 2 hommes étaient son amant et son ami. Robert ne savait pas exactement où il les emmenait, ni que le bureau de Stephen se trouvait à proximité. Une fois sur le parking, Evelyn remit les clés de l'appartement à son amant. Elle leur ordonna à tous les 3 de monter dans l'appartement et d'entrer dans la pièce où se trouvait Stephen. Les hommes s'exécutèrent. Stephen était endormi à ce moment-là et ne s'attendait pas à ce qu'il se passe quelque chose de grave. C'est alors qu'il fut abattu. Le témoignage de Robert correspond parfaitement à celui de Mike, le collègue et voisin de Stephen, qui fut le premier à informer Margaret de sa mort. Cette nuit-là, Mike dormait dans la chambre voisine et fut réveillé par des voix. Il entendit l'un des hommes dire « Oui, c'est lui ». Puis des coups de feu retentirent. Après une courte pause, 2 autres coups de feu suivirent. Selon Robert Patos, le tireur était Arnold, l'amant d'Evelyn. Après le meurtre, les 3 hommes quittèrent tranquillement l'appartement sans faire de mal à Mike, bien qu'il fût tout près et qu'il ait tout entendu. Tout cela se passa pendant qu'Evelyn elle-même restait dans la voiture garée devant le bureau. Elle attendait le retour des 3 hommes, et au moment où ils remontèrent dans la voiture, son amant annonça « C'est fait ». Evelyn demanda alors à Robert de les ramener en ville et lui ordonna de ne rien dire à personne, pas même à sa sœur Gina. Robert jura de garder le silence, car on l'avait menacé de représailles contre lui et sa famille s'il parlait. Le témoignage de Robert contredit la version d'Evelyn, qu'elle avait donnée à la police le jour du meurtre. La femme affirmait alors qu'elle avait passé toute la journée à la maison avec ses enfants et qu'elle ne savait rien de ce qui s'était passé. Après les aveux de Robert, la police arrêta immédiatement Arnold et Alexander. Le procès fut rapide. Tous 2 furent reconnus coupables et condamnés à la prison à vie. Pour Margaret, ce fut un triomphe, mais aussi un soulagement temporaire. Elle se rendit compte que le principal responsable, le commanditaire du meurtre, était toujours en liberté. Après le verdict, Margaret et son mari commencèrent à recevoir des menaces. Cela les obligea à retourner en Angleterre alors qu'ils avaient investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans l'enquête. Cependant, Margaret remporta une autre victoire importante. Elle réussit à obtenir la garde de Jessica et Joshua, ses petits-enfants. Cependant, elle ne se rassurait pas, sachant qu'Evelyn continuait de vivre en liberté. Elle poursuivit le financement de l'enquête depuis l'Angleterre et soutint les enquêteurs locaux. 2 ans plus tard, en février 2004, les parents de Stephen retournèrent aux Philippines pour la dernière fois, cette fois pour assister à l'arrestation d'Evelyn. Le tribunal reconnut la femme coupable d'avoir organisé le meurtre.
Bien qu'elle n'ait pas appuyé sur la gâchette, elle fut accusée d'avoir planifié le crime. Evelyn fut condamnée à 40 ans de prison. À la fin du procès, Margaret demanda au juge de lui permettre d'être seule avec la condamnée. Elle déclara plus tard qu'elle avait utilisé chaque seconde pour faire comprendre à Evelyn à quel point ses actes avaient été une perte terrible. Margaret lui rappela qu'elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi ses enfants et sa liberté. Elle lui dit qu'elle manquait à Jessica et Joshua, qu'ils pleuraient, mais qu'ils continuaient à l'aimer quoi qu'il arrive. Margaret admit également qu'elle n'en voulait pas à Evelyn, et qu'elle regrettait qu'elle payât un prix aussi élevé pour ses erreurs. Elle termina l'entretien en lui remettant des dessins réalisés par ses enfants et des photos des archives familiales pour lui rappeler tout ce qu'elle avait eu et la facilité avec laquelle elle l'avait perdu. Après cela, Margaret et son mari ne retournèrent plus jamais aux Philippines. Ils revinrent en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Le temps du deuil n'était pas passé, mais il avait pris une autre forme, s'occuper de Jessica et de Joshua. Margaret avait désormais 2 raisons de continuer à vivre. Rien ne pouvait ramener Stephen, et la douleur de la perte était éternelle. Mais la justice fut rendue. Son combat devint un exemple de ce que l'amour d'une mère peut accomplir. Margaret Davis prouva que, même lorsque le système judiciaire échoue, une personne peut parvenir à la vérité, si elle s'y tient. Son histoire fut une source d'inspiration pour d'autres parents confrontés à l'injustice. Ses enfants perdirent un père, elle perdit un fils. Stephen était un homme qui savait ce que signifiait être un pilier pour une famille. Il aima sa femme, lui donna tout ce dont elle rêvait, mais c'est elle qui le trahit. Evelyn ne voulait que de l'argent. Elle ne sut pas apprécier ce qu'elle avait. Fatiguée de la vie conjugale, elle eut un amant et fut sûre d'échapper à toute responsabilité, connaissant la faiblesse du système judiciaire dans le pays. Sans la persévérance de Margaret, si elle n'avait pas financé l'enquête et ne s'était pas impliquée personnellement, Evelyn, Arnold et Alexander seraient peut-être encore en liberté, se partageant l'héritage de Stephen. Mais les choses se passèrent différemment, et la vérité prévalut. Ingolf Twerk est né en Allemagne et s'est fait remarquer dès son plus jeune âge, notamment par les femmes. Grand, athlétique, doté de bras puissants et musclés, il était souvent comparé à Arnold Schwarzenegger. Impossible de passer inaperçu en société, charismatique, sûr de lui mais aussi réservé et posé. Il affectionnait les sports d'hiver dans les Alpes, les motocyclettes et les cigares, tout ce qui renvoyait à une image virile et traditionnelle. D'après ses propres dires, dans sa jeunesse, il pratiquait le saut à la perche et avait même été sélectionné comme remplaçant dans l'équipe olympique de la République démocratique allemande. Cette équipe a participé aux Jeux olympiques de 1980 à Moscou. Après avoir achevé ses études secondaires, il s'est inscrit à la faculté de médecine de Berlin, où il a obtenu son diplôme quelques mois avant la chute du mur de Berlin en 1989. Il a ensuite effectué son internat à la célèbre clinique berlinoise Charité, l'un des établissements hospitaliers les plus vastes et les plus réputés d'Europe. Avec le temps, Twerk est devenu l'un des principaux spécialistes de la prostatectomie laparoscopique, une intervention chirurgicale de pointe, peu invasive, destinée à retirer une prostate atteinte d'une tumeur cancéreuse. Cette technique, relativement récente à l'époque, fut rapidement maîtrisée par Ingolf, qui figura parmi les tout premiers à la pratiquer avec une telle précision. Médecins, étudiants et même patients assistaient aux interventions auxquelles ils participaient afin de constater par eux-mêmes le niveau d'excellence du chirurgien. Sa précision, son assurance et sa maîtrise technique impressionnaient même les collègues les plus expérimentés. Ingolf était considéré comme une sommité dans son domaine, discipliné, déterminé et toujours en avance sur son temps. En 2001, Ingolf Twerk s'installa à Norfolk, en Virginie, à l'invitation de l'urologue Gerald Jordan. Il y fut chargé de former ses confrères aux techniques les plus récentes de prostatectomie laparoscopique, qui constituaient alors l'approche la plus avancée dans le traitement du cancer de la prostate. À l'origine, il ne prévoyait de rester aux États-Unis que 6 mois. À cette époque, Ingolf était marié. Sa première épouse, infirmière de profession, était une collègue qu'il avait rencontrée alors qu'il exerçait à la clinique Charité de Berlin. Le couple avait 2 enfants. Toutefois, durant son séjour en Virginie, Twerk fit la connaissance d'une autre femme, qu'il épousa 1 an plus tard, abandonnant ainsi sa première famille. Après 6 mois passés aux États-Unis, il retourna en Allemagne. À ce moment-là,
Son nom circulait déjà dans les cercles médicaux internationaux. Des rumeurs au sujet de ses compétences chirurgicales étaient parvenues jusqu'à la direction du service d'urologie d'un grand hôpital à but non lucratif du Massachusetts. Il fut invité à intégrer cet établissement où il exerça durant 6 années. Bien qu'Ingolf fût demeuré un spécialiste respecté, il n'était plus un précurseur isolé. D'autres chirurgiens s'étaient rapidement approprié ses méthodes et la technique qu'il maîtrisait perdit peu à peu son exclusivité. Par ailleurs, une nouvelle ère s'ouvrait, celle de la chirurgie robotisée. Ingolf, tout comme sa méthode, s'effaçait progressivement. Cependant, en 2008, une nouvelle opportunité se présenta. Prendre la direction du service d'urologie du centre médical Sainte-Élisabeth à Brighton, dans le Massachusetts. Ce poste marqua un tournant décisif dans sa carrière. L'hôpital entreprit activement de promouvoir son image en tant que spécialiste de tout premier plan. Son visage apparut sur des affiches publicitaires et il devint l'un des pionniers de la chirurgie assistée par robot. Pour valoriser sa figure publique, l'établissement produisit même un film promotionnel. On y voyait Ingolf arriver à l'hôpital à motocyclette, puis s'entraîner dans une salle de sport, expliquant que le métier de chirurgien exigeait non seulement des capacités intellectuelles, mais également une condition physique irréprochable. Il se retrouva de nouveau sous les projecteurs, charismatique, sûr de lui, et désormais aussi figure emblématique du marketing médical. Alors qu'Ingolf Tuerk dirigeait le service d'urologie à Brighton, sa deuxième épouse demanda le divorce. Cela se produisit en 2015. Selon ses amis proches, cette séparation fut l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. La procédure judiciaire s'étendit sur près de 2 années, en grande partie en raison de différends concernant la garde des enfants. En fin de compte, la garde fut confiée à son ex-épouse, qu'Ingolf accusait d'instabilité émotionnelle et de comportement irrationnel. Elle limitait ses contacts avec les enfants et refusait toute discussion autour d'un projet éducatif commun. Le jugement de divorce fut prononcé le 3 mai 2017. En novembre de cette même année, Ingolf fit l'objet d'une plainte déposée par un patient nommé Robert Young, qui l'accusait de négligence. Il affirmait que le chirurgien n'avait pas retiré l'ensemble des cellules cancéreuses lors d'une prostatectomie, ce qui aurait entraîné une récidive de la maladie. 1 an après le dépôt de cette plainte, Robert décéda, laissant derrière lui 2 enfants mineurs. Toujours en novembre 2017, Ingolf fit la connaissance de Kathleen McLean, plus connue sous le prénom de Katie. Née le 15 août 1974 dans le village de Dover, dans le Massachusetts, elle s'installa ensuite à Belmont, où elle acheva sa scolarité secondara. Cette femme aux cheveux roux et aux yeux bleus élevait 3 enfants issus d'une précédente union, Sophia, Mary Grace et Sam. Katie avait étudié la thérapie à l'université du Massachusetts et travaillait auprès d'enfants. Elle s'intéressait également au Reiki, une pratique japonaise de médecine alternative fondée sur le transfert d'énergie par les mains, visant à favoriser une guérison physique et émotionnelle. Elle avait fondé sa propre entreprise, baptisée Énergie et Guérison Boulot. Selon ses proches, les soins énergétiques représentaient sa véritable passion. Elle croyait profondément que l'amour pouvait guérir même les blessures les plus anciennes. Katie vouait une affection particulière au boulot, qu'elle considérait comme un escalier sacré entre la terre et le ciel. C'est cette symbolique qui inspira le nom de son cabinet. Elle aimait se promener dans les forêts et sur les plages du Massachusetts, cultivait des tournesols et des hortensias bleues, se liait facilement d'amitié, participait activement à des actions bénévoles et organisait chaque année des fêtes de Noël. Ingolf et Katie firent connaissance sur Internet, alors qu'ils étaient tous deux déjà divorcés. Katie fut touchée par le récit qu'Ingolf faisait de sa jeunesse et de sa carrière médicale en Allemagne de l'Est, ainsi que par sa carrure impressionnante. Ingolf, quant à lui, admirait la beauté et la douceur de Katie. Ils commencèrent à se fréquenter, dînèrent dans un restaurant avec musique en direct, puis firent une balade à motocyclette dans la région de Dover. 4 mois plus tard, en mars 2019, Ingolf demanda Katie en mariage et lui proposa d'emménager chez lui avec ses enfants. Il l'encouragea également à vendre sa propre maison. À partir de ce moment, Katie commença à verser environ 1 000 $ par mois afin de contribuer au remboursement de l'hypothèque et à la rénovation de la salle de sport aménagée au sous-sol, ainsi qu'à celle de la piscine située sur la propriété. Le couple donnait l'image de l'harmonie. Le soir, ils se promenaient main dans leur quartier, accompagnés de leur labrador, Cooper. Le voisinage les décrivait comme un couple idéal. Toutefois,
En août 2019, la licence d'exercice de Katie en tant que thérapeute arriva à expiration et elle ne la renouvela pas, à la demande d'Ingolf, qui souhaitait qu'elle cesse de travailler après leur emménagement. Si les voisins en avaient eu connaissance, leur perception aurait sans doute été plus réservée. En 2019, la vie d'Ingolf Tuerk connut un bouleversement radical, tant sur le plan professionnel que personnel. Le 31 mai, il effectua sa dernière consultation au centre médical Sainte-Élisabeth. Dès le mois de novembre, le procureur général du Massachusetts le condamna à une amende de 150 000 dollars. Ingolf fut accusé d'avoir facturé, pendant 6 années, des interventions chirurgicales et des consultations qu'il n'avait en réalité jamais réalisées. En outre, pour conserver sa licence d'exercice, il fut contraint de fournir à ses propres frais des soins médicaux gratuits durant plusieurs années. En février 2020, la clinique mit officiellement fin à sa collaboration avec lui. À partir de ce moment, sa vie se détériora rapidement. Ses relations avec Katie devinrent de plus en plus tendues. Privé de son statut et du respect dont il jouissait auparavant, Ingolf sombra dans une profonde dépression. Il passait ses journées enfermé chez lui, abusait de l'alcool, dormait mal et se réveillait de plus en plus souvent au milieu de la nuit pour s'entraîner dans la salle de sport, la seule chose qui lui donnait encore l'impression de garder le contrôle de sa vie. Il cessa de prendre soin de lui et ne se lavait presque plus. Ingolf n'avait jamais parlé à Katie ni de l'enquête menée par le parquet, ni de la plainte déposée par un patient pour négligence. Tout fut découvert par hasard, lors d'un voyage qu'il fit en Allemagne. Restée seule, Katie ouvrit un coffre-fort dissimulé dans la maison et y trouva des documents relatifs aux deux affaires. En les lisant, elle fut bouleversée. L'homme avec qui elle vivait ne semblait pas être celui qu'il prétendait être. Très éprouvée, elle confia ses inquiétudes à ses voisins. Le comportement d'Ingolf devint de plus en plus inquiétant. Il se montrait irritable, méfiant, jaloux. Il semblait vouloir contrôler chacun des faits et gestes de Katie. Un jour, trouvant l'armoire en désordre, il en sortit toutes les affaires et lui ordonna de mettre de l'ordre. Plus tard, il lui interdit de conduire non seulement sa Mercedes-Benz, mais aussi son propre véhicule. En décembre 2019, une violente dispute éclata entre eux dans leur chambre. Ingolf attrapa soudainement Katie, lui frappa la tête contre le dossier du lit, puis lui serra le cou d'une main tout en lui couvrant le nez et la bouche. Katie vit tout à coup noir. Elle était en train de perdre connaissance. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle cria si fort que l'un de ses enfants monta à l'étage. Plus tard, dans une lettre adressée à une amie proche, Katie écrivit qu'avant de sombrer dans l'inconscience, elle n'avait vu qu'un seul visage, celui d'Ingolf, déformé par la rage. Elle était convaincue qu'il avait réellement voulu la tuer. Après cet épisode, Ingolf présenta ses excuses et affirma qu'il avait perdu le contrôle, qu'il l'aimait et qu'il ne voulait en aucun cas lui faire de mal. Et, comme pour effacer ce qui s'était passé, il emmena Katie à Las Vegas la semaine suivante. Là, dans une petite chapelle, ils se marièrent. Le 11 janvier 2020, Katie éteignit son téléphone afin de donner une séance de Reiki. Lorsqu'elle rentra chez elle, Ingolf l'attendait déjà devant la porte d'entrée. Il paraissait nerveux. Pendant qu'elle était injoignable, il avait tenté de la joindre à plusieurs reprises. Dès que Katie s'approcha, il la saisit brusquement de ses mains puissantes, la souleva et la projeta violemment sur le côté. La chute fut si brutale que ses chaussures s'envolèrent. Abasourdie, elle lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. Ingolf répondit d'un ton calme que tout cela n'était qu'un accident, qu'elle lui avait simplement échappé des mains. Moins d'un mois après cet incident, Katie se rendit au poste de police de la ville de Dover. Elle déclara qu'elle avait l'intention de demander le divorce et souhaitait la présence d'agents lors de la remise des documents afin d'éviter toute confrontation. Toutefois, elle refusa de déposer une plainte formelle pour violence, ne souhaitant pas rendre l'affaire publique ni provoquer davantage d'ennuis à Ingolf. Selon les dossiers judiciaires, les documents de divorce furent préparés le 7 février 2020. Lors d'un entretien avec la police, Katie expliqua qu'après avoir perdu son emploi, son mari était devenu plus agressif, irritable, et manifestait un besoin de contrôle constant. Il avait installé une application de géolocalisation sur son téléphone, consultait régulièrement ses messages et ses appels, et avait placé des caméras de surveillance à l'intérieur de la maison. Un jour, il alla jusqu'à exiger que Katie imprime la liste complète de tous ses appels entrants et sortants, afin de savoir précisément avec qui elle correspondait.
Katie avait une silhouette athlétique. Elle courait régulièrement et prenait soin d'elle. Mais avec le temps, Ingolf commença à surveiller jusqu'à son poids. L'un de leurs amis proches remarqua que Katie avait changé. Son maquillage était négligé, ses cheveux n'étaient plus aussi soignés, et son regard avait perdu de son éclat. On aurait dit que toute son énergie lui avait été aspirée. Un jour, alors que Katie était assise avec son fils cadet pour l'aider à réaliser un projet scolaire, Ingolf entra dans la pièce. Il s'approcha d'elle et déclara : « Je suis le roi de ce château, et tu n'es qu'une invitée ici. » Puis il se pencha et lui coupa une mèche de ses cheveux roux. Katie tenta de l'en empêcher, mais se blessa à la main avec les ciseaux. Lors d'une soirée organisée chez eux, profitant d'un moment d'intimité, Katie confia discrètement à ses amis qu'elle ne supportait plus son mariage. Toutefois, Ingolf l'apprit rapidement. Une fois les invités partis, elle s'approcha de lui pour essayer de lui parler et s'assit sur ses genoux. En réponse, il la repoussa violemment au sol. Katie décida alors de se rendre à la police. Elle raconta tout ce qui s'était produit au cours des derniers mois et insista particulièrement sur le fait qu'il y avait des armes à feu dans la maison. À l'écoute de ces éléments, les policiers tirèrent immédiatement la sonnette d'alarme. L'épisode d'étranglement survenu en décembre 2019 indiquait déjà un risque élevé d'escalade de la violence, pouvant aller jusqu'au meurtre. Les agents insistèrent pour que Katie dépose une plainte officielle, ce qu'elle accepta. Elle se rendit ensuite au tribunal de district, où elle rédigea une déclaration. Toutefois, on lui conseilla de retourner au poste de police pour poursuivre la procédure. Alors que les formalités administratives étaient en cours, Ingolf entra soudainement dans le bâtiment. Il déclara être venu parce qu'il craignait que son épouse ne formule de fausses accusations. Selon lui, c'était Katie qui se montrait jalouse et possessive, et il affirma qu'il n'avait jamais eu recours à la violence. Après examen de la plainte, le tribunal émit une ordonnance d'éloignement interdisant à Ingolf de s'approcher de son épouse. Katie monta dans sa voiture et prit la direction de son domicile, contrairement aux recommandations des policiers qui lui avaient conseillé de se rendre directement au commissariat. Là, elle croisa Ingolf, qui refusait de quitter les lieux. Prise de peur, Katie alerta la police. On lui ordonna de quitter immédiatement la maison. Plusieurs voitures de patrouille se rendirent au domicile. À leur arrivée, Ingolf les accueillit devant l'entrée. À la demande des agents, il ouvrit le coffre-fort dans lequel il conservait ses armes. Les policiers saisirent 5 pistolets, des munitions, ainsi que son permis de port d'armes. Ingolf rassembla alors quelques affaires et quitta les lieux, logeant tantôt dans des hôtels, tantôt dans la maison mobile d'un ami, en Floride. Cependant, même après avoir quitté le domicile, il ne renonça pas à exercer un contrôle sur Katie. Il annula la livraison d'eau potable et ordonna à l'entreprise de reprendre les bouteilles déjà livrées. Il tenta de récupérer la voiture de Katie et coupa le chauffage dans la maison, la laissant, elle et ses enfants, dans le froid en plein hiver. Le 6 février 2020, Ingolf fut convoqué au tribunal pour avoir enfreint l'ordonnance d'éloignement et pour avoir agressé Katie, lui infligeant des blessures corporelles. Il continua de clamer son innocence. Toutefois, la décision rendue fut un choc pour Katie. Le juge ordonna qu'Ingolf vende la maison et que Katie ainsi que ses enfants la quittent en juillet 2020. Bien qu'ils fussent mariés, le logement était enregistré exclusivement au nom d'Ingolf. Par la suite, Katie confia à un ami, qu'elle avait engagé comme garde du corps, qu'Ingolf possédait un ego surdimensionné et un caractère autoritaire. Selon elle, il avait consacré toute sa vie à se forger l'image d'un homme irréprochable et d'un chirurgien brillant, mais souffrait en réalité d'un complexe de Dieu fréquent chez les personnalités narcissiques. Elle découvrit également que certains aspects de sa biographie étaient inventés. Il prétendait avoir appartenu à la réserve olympique et participé aux Jeux de Moscou en 1980, mais 2 des 3 athlètes avec lesquels il disait s'être entraîné affirmèrent ne pas le connaître. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, au début du mois de mai 2020, Katie déclara à un voisin qu'elle et Ingolf s'étaient réconciliés et avaient décidé de suivre une thérapie de couple. Elle se réjouissait que ses enfants puissent terminer l'année scolaire à Dover. Le 4 mai, elle demanda la levée de l'ordonnance d'éloignement, assurant au tribunal qu'elle se sentait désormais en sécurité et croyait sincèrement aux intentions de son mari. Le juge accepta d'annuler la mesure, mais les accusations pénales à l'encontre d'Ingolf restaient en vigueur. Il lui était donc toujours interdit de réintégrer le domicile avant la fin de la procédure.
Le 13 mai, le juge rejeta une nouvelle demande d'Ingolf visant à regagner sa résidence. Ce maintien de l'interdiction constituait une condition essentielle de sa libération sous caution. En dépit de cette décision, il retourna chez lui pour dîner avec sa famille. La soirée se déroula dans un climat apparemment apaisé. Après le repas, Katie, les enfants et lui jouèrent à un jeu de société dans le salon. Plus tard, les enfants descendirent au sous-sol regarder la télévision, tandis qu'un nouvel échange tendu éclata entre les époux. Pour préserver les enfants, ils montèrent dans leur chambre et fermèrent la porte. Durant la nuit du 14 mai, la maison resta silencieuse. Le lendemain matin, les véhicules du couple avaient disparu et la chambre des parents était fermée à clé. Vers 4h30, plusieurs amis de Katie et d'Ingolf reçurent des messages énigmatiques provenant du téléphone d'Ingolf, dans lesquels il exprimait une détresse profonde et tenait des propos confus à propos de sa relation. Lorsqu'ils tentèrent de le joindre, il ne répondit ni aux appels ni aux messages. Katie, elle non plus, ne donna plus signe de vie. Inquiets, les enfants contactèrent leur père, qui arriva rapidement. Ne parvenant pas à localiser son ex-femme, il alerta la police et signala sa disparition. Le 15 mai 2020, la police retrouva les deux véhicules appartenant à Ingolf et à Katie, garés près de l'hôtel où Ingolf avait loué une chambre du 8 au 17 mai. Depuis leur séparation, il y séjournait de manière intermittente. Les agents frappèrent à la porte et l'appelèrent à plusieurs reprises par son nom, sans obtenir de réponse. Ils demandèrent alors à un employé d'ouvrir la chambre. À l'intérieur, ils découvrirent Ingolf allongé sur le lit, grièvement blessé. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital, où il fut admis dans un état critique. Parallèlement, la police lança des recherches pour retrouver Katie. À leur domicile de Norfolk, la porte de la chambre était verrouillée. Les enquêteurs durent l'enfoncer et retrouvèrent à l'intérieur le sac et le téléphone de la jeune femme, mais aucune trace d'elle. Ingolf reprit connaissance le lendemain, 16 mai 2020. Lors de son audition, il reconnut être impliqué dans la disparition de son épouse et indiqua aux enquêteurs l'endroit où celle-ci pouvait être retrouvée. La police se rendit sur les lieux mentionnés et confirma la découverte. Les conclusions médico-légales permirent ensuite d'établir les circonstances exactes du drame. Katie McLean devint l'une des 6 femmes tuées par leur partenaire dans le Massachusetts depuis le début de la pandémie et la première victime d'un homicide à Dover depuis de nombreuses années. Malgré les éléments recueillis par les enquêteurs, Ingolf plaida non coupable lors de sa comparution devant le tribunal, le 18 mai 2020. Il fut inculpé de meurtre et placé en détention provisoire à la prison du comté de Norfolk sans possibilité de libération sous caution. Les précédentes accusations de violence conjugale furent annulées. La défense ne contesta pas le jugement, mais tenta d'atténuer l'image de l'accusé en soulignant qu'il était un chirurgien talentueux ayant aidé de nombreuses personnes de différentes origines et confessions. Les avocats d'Ingolf affirmèrent que Katie aurait utilisé l'ordonnance d'éloignement pour obtenir des avantages liés à la propriété familiale. L'équipe de défense fit également part de son intention de demander une révision du procès. En 2016, Evelyn Sios, âgée de 57 ans, a disparu aux Philippines. Selon sa fille, elle serait partie à Singapour pour commencer une nouvelle vie. Elle aurait envoyé des messages d'adieu à ses amis et à sa famille, supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux et cessé toute communication. Cette version paraissait crédible, et personne n'a soupçonné quoi que ce soit. Pourtant, quelques années plus tard, la vérité a éclaté. Tout cela n'était qu'un mensonge. La véritable raison de sa disparition se trouvait enfouie sous leurs pieds, dans une dalle de béton coulée au-dessus d'une ancienne fosse septique, au fond de la cour de leur propre maison. Cette histoire révèle comment une supercherie savamment orchestrée peut dissimuler un crime violent. Imaginez que votre mère disparaisse soudainement mais continue d'alimenter ses pages sur les réseaux sociaux. Au début, cela peut paraître étrange, mais peu à peu, les interrogations se multiplient. C'est exactement ce qu'ont ressenti les proches de Maria Evelyn Sios, une femme qui semblait avoir disparu de la vie réelle, tout en demeurant active en ligne. Sa fille, Johanna, ne semblait pas inquiète. Elle a expliqué à ses frères et sœurs que leur mère était partie à Singapour pour s'isoler et prendre du recul par rapport aux tensions familiales. Johanna affirmait qu'Evelyn lui envoyait des messages de félicitations et des paroles affectueuses
tout en refusant de communiquer avec les autres membres de la famille. Evelyn a été vue pour la dernière fois le 20 août 2016. Elle s'est littéralement volatilisée et, depuis, nul ne savait réellement où elle se trouvait. Avec le temps, les soupçons se sont intensifiés. Les messages diffusés en son nom étaient laconiques, sans détails, sans photographie, sans appel vidéo. Elle répondait de manière évasive aux questions sur sa vie à Singapour. Pour sa famille, il devenait de plus en plus évident que quelque chose n'allait pas. Les signaux d'alarme se multipliaient. Le passeport d'Evelyn n'avait toujours pas été retrouvé et les services de l'immigration ne disposaient d'aucune trace de son départ du pays. La famille commençait à relever de plus en plus d'incohérences dans les récits de Johanna. Le temps passait et la disparition d'Evelyn devenait de plus en plus suspecte. Ce n'est que le 7 septembre 2018, 2 ans après sa disparition, que son fils Michael a déposé une déclaration officielle. La police n'a pas accordé beaucoup d'importance à l'affaire, estimant que la femme avait probablement quitté le domicile de son plein gré. Elle n'a donc pas jugé nécessaire d'ouvrir une enquête immédiatement. Mais en juin 2020, tout a basculé. Michael avait entrepris des travaux de rénovation dans la maison d'Evelyn lorsqu'il a perçu une odeur étrange et persistante. Au début, il n'y a pas prêté attention, mais l'odeur est devenue de plus en plus forte. Il a alors demandé aux ouvriers de retirer le revêtement du sol de la cuisine. C'est là, sous une épaisse couche de béton, qu'ils ont découvert le passeport, la carte d'identité et la carte bancaire d'Evelyn. Michael est resté sans voix. Ces découvertes ne pouvaient signifier qu'une chose. Sa mère n'avait jamais quitté le pays. Et pendant tout ce temps, son secret était littéralement enfoui sous leurs pieds. Le lendemain, Michael a contacté la police. Les agents sont arrivés sur place, d'abord sceptiques, mais disposés à mener l'enquête. Les fouilles ont duré plusieurs heures, jusqu'à ce qu'ils atteignent la fosse septique inachevée. Dès qu'ils l'ont ouverte, une odeur nauséabonde s'est répandue dans l'air. À l'intérieur se trouvait un corps sans vie, décomposé au point d'être méconnaissable. Les policiers ont immédiatement bouclé le périmètre et fait appel au secours pour extraire la dépouille. La découverte a profondément choqué Michael et les autres. Comment le corps d'Evelyn avait-il pu se retrouver là? Qui était responsable d'un acte aussi atroce? La recherche de la vérité ne faisait que commencer, et il était évident que quelqu'un dans cette maison cachait un terrible secret. Après la découverte du corps d'Evelyn, la police l'a fait transférer au laboratoire régional de médecine légale pour autopsie. Les résultats se sont révélés glaçants. Evelyn était morte d'une blessure au cou infligée à l'aide d'un couteau. L'autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien d'un meurtre. Son corps présentait de nombreuses plaies par arme blanche. Les coups avaient été portés avec une extrême violence. Son crâne était fracturé, probablement à l'aide d'un objet contondant. Elle avait reçu 5 coups de couteau à la poitrine, 2 au cou, ainsi que 2 entailles sur l'avant-bras droit. Tout laissait penser que son meurtrier nourrissait une haine profonde à son égard. Les pires craintes de Michael se confirmaient, mais il lui fallait encore des preuves. Pour en avoir le cœur net, un test ADN a été réalisé. Il a confirmé que le corps retrouvé était bien celui d'Evelyn Sios. La vérité, aussi choquante qu'inattendue, a alors éclaté au grand jour. La femme que sa famille croyait partie vivre à Singapour était en réalité morte et enterrée sous leurs pieds depuis tout ce temps. Tous les soupçons se sont rapidement tournés vers 2 personnes, celle-là même qui avait le plus insisté sur la version du départ à l'étranger, Johanna et son compagnon, Rudy. Ils étaient les derniers à avoir vu Evelyn vivante, et c'étaient eux qui avaient envoyé tous les messages prétendument écrits en son nom. La police n'a pas hésité à intervenir. Le 23 juillet 2020, Johanna et Rudy ont été arrêtés et conduits au commissariat pour être interrogés. Les enquêteurs les ont interrogés en détail sur la disparition d'Evelyn, posant des questions de plus en plus précises et soulignant les contradictions dans leurs déclarations. Peu à peu, les 2 suspects ont commencé à montrer des signes de nervosité. Un silence pesant s'est installé dans la salle d'interrogatoire, jusqu'au moment où Johanna, d'une voix tremblante, a fini par avouer « C'était elle qui avait tué sa propre mère ». Selon ses dires, Rudy l'avait aidé à se débarrasser du corps. Comme l'enquête le révélera plus tard, ce crime était l'aboutissement d'un enchaînement de conflits familiaux et de rancunes accumulées. Johanna vivait depuis longtemps sous l'influence de Rudy, qui éprouvait une hostilité manifeste envers Evelyn. Les disputes au sein du foyer étaient devenues de plus en plus violentes, surtout depuis que la mère exprimait ouvertement son désaccord avec le mode de vie de sa fille et son choix de compagnon.
La tension ne cessait de monter, jusqu'à franchir un point de non-retour. L'enquête a établi que le meurtre avait été prémédité. C'est Johanna qui avait porté les coups mortels, tandis que Rudy l'avait aidé à dissimuler le corps et à le recouvrir de béton dans une fosse septique inachevée. Ensemble, ils avaient imaginé un scénario de toutes pièces. Un départ fictif pour Singapour, des messages mensongers sur les réseaux sociaux, un silence savamment orchestré. Pendant 4 longues années, ils ont maintenu l'illusion, espérant que la vérité ne finirait jamais par éclater. Selon le couple arrêté, les critiques et les reproches constants d'Evelyn créaient une atmosphère devenue insupportable à la maison, ce qui aurait fini par conduire à la tragédie. Mais les voisins et les proches dressaient un portrait tout à fait différent. Evelyn était décrite comme une femme gentille et attentionnée, entièrement dévouée à sa famille, en particulier à ses enfants. Son caractère alliait fermeté et douceur, et son style éducatif était, selon son entourage, tout à fait courant, semblable à celui de nombreuses mères désireuses de protéger leurs enfants contre les erreurs de la vie. Elle avait élevé sa fille Johanna avec amour, s'efforçant de lui offrir tout ce qu'elle pouvait. Mais à l'adolescence, leur relation a commencé à se détériorer. À 16 ans, Johanna est tombée enceinte. Evelyn a été bouleversée, mais elle n'a pas rejeté sa fille. Elle a tenté de la guider, de lui transmettre le sens des responsabilités et de lui faire comprendre combien le chemin d'une jeune mère pouvait être difficile. Néanmoins, Johanna a fini par quitter le domicile familial pour s'installer avec son petit ami Rudy, le futur père de l'enfant. Evelyn a très mal vécu cette séparation. Elle ne parvenait pas à accepter que sa fille ait pu renoncer aussi facilement à ses études, à ses ambitions, à son avenir. Selon le frère de Johanna, Evelyn a essayé à plusieurs reprises de reprendre contact. Elle appelait sa fille, lui rendait visite, lui apportait de la nourriture, lui proposait son aide. Mais ces gestes d'attention s'accompagnaient souvent de remarques. Comment porter l'enfant? Comment le nourrir? Pourquoi la maison était en désordre? Chaque observation de sa mère éloignait un peu plus Johanna. Elle se plaignait de plus en plus souvent à Rudy de ne plus supporter cette pression constante. De son côté, Rudy devenait lui aussi de plus en plus irrité à chaque échange entre mère et fille. Pour lui, Evelyn représentait la source de tous leurs problèmes. Peut-être avait-il l'impression qu'elle les empêchait de vivre librement selon leurs propres choix. Peu à peu, un plan a commencé à prendre forme dans l'esprit des deux jeunes gens. Un plan qu'ils ont mûrement réfléchi, nourri dans le silence, un plan qui, à leurs yeux, devait tout résoudre. Le jour de la disparition d'Evelyn avait commencé dans le calme. Johanna l'avait appelée depuis le rez-de-chaussée, lui annonçant qu'elle lui avait préparé une surprise. Sa voix semblait normale, presque chaleureuse. Evelyn ne se doutait de rien et, comme toujours, elle lui avait répondu avec gentillesse. Elle est descendue, sans savoir que ce jour serait le dernier de sa vie. Rudy l'attendait déjà en bas. Il tenait un marteau à la main, le visage figé dans une expression de colère. Tout s'est joué en quelques secondes. Sans avoir le temps de prononcer un mot, Evelyn a reçu un violent coup à la tête. Elle a vacillé, puis s'est effondrée au sol dans un gémissement sourd. Le sang s'est rapidement répandu sur le carrelage, mais Evelyn était encore vivante. Pris de panique et conscient qu'il n'y avait plus de retour possible, Rudy a crié à Johanna de lui apporter un couteau. La jeune femme a couru à la cuisine et est revenue avec un grand couteau de cuisine à la main. Ce qui a suivi fut un véritable cauchemar. Ils ont poignardé Evelyn à plusieurs reprises, chaque coup la rapprochant un peu plus de l'inéluctable. Lorsque tout fut terminé, la pièce était envahie par le silence et par l'odeur du sang. Sachant qu'ils ne pourraient plus dissimuler leur crime, ils ont décidé de se débarrasser du corps. Ensemble, ils ont traîné le corps inerte d'Evelyn jusqu'à la fosse septique située sous la maison. Dans la pénombre du sous-sol, ils l'ont jeté au fond du trou, en espérant que personne ne découvrirait jamais la vérité. Ils ont ensuite commandé du gravier, du sable et plusieurs sacs de ciment. Rudy a préparé le mortier et comblé la fosse, tassant soigneusement chaque couche. Ils pensaient avoir trouvé la cachette parfaite. Mais le temps a lentement miné leur confiance. Les jours ont passé, puis les semaines, et une odeur insoutenable a commencé à se dégager du sol. Les voisins ont remarqué que Rudy passait de plus en plus de temps dans la cour, à mélanger du ciment, à reboucher les fissures, encore et encore. Il s'y employait avec une ardeur presque obsessionnelle, tentant d'enfouir non seulement les traces du crime,
mais aussi sa propre culpabilité. Chaque fois que l'odeur revenait, il ressortait, versait une nouvelle couche de béton, dans l'espoir que tout resterait à jamais enfoui sous terre. Pendant que Rudy enfouissait leur terrible secret sous une dalle de béton, Johanna choisissait une autre voie, plus subtile mais non moins sinistre. Elle décida de se faire passer pour sa mère. Son plan consistait à entretenir l'illusion de la présence d'Evelyn sur les réseaux sociaux. Johanna a commencé à mettre régulièrement à jour le profil de sa mère. Elle publiait des vœux d'anniversaire, répondait aux messages des amis et des proches. Ses réponses étaient brèves, sans détails, mais suffisamment crédibles pour que personne ne se doute de rien. Pendant longtemps, tout laissait croire qu'Evelyn était toujours là. Sa présence en ligne était devenue un bouclier derrière lequel se dissimulait une vérité atroce. Personne ne s'est posé de véritables questions, jusqu'au jour où Michael, le frère de Johanna, a commencé à douter et à mener sa propre enquête. C'est lui qui a mis fin à cette toile de mensonges. Après la découverte du corps, les soupçons se sont immédiatement portés sur Johanna et Rudy, les deux personnes qui avaient le plus insisté sur la version du départ pour Singapour. Rudy a été inculpé en vertu de l'article 248 du Code pénal pour meurtre avec circonstances aggravantes. Johanna, en tant que fille de la victime, a été accusée de parricide conformément à l'article 246, l'un des crimes les plus graves du droit pénal, passible d'une peine particulièrement lourde. À la date des dernières informations disponibles, ni le verdict ni la durée des peines n'avaient encore été officiellement annoncés. On sait seulement que les deux accusés sont actuellement placés en détention. Leur lieu d'incarcération n'a pas été divulgué, probablement pour des raisons de sécurité ou en raison du caractère sensible de l'affaire. Il est possible que l'enquête soit toujours en cours ou que le procès se déroule à huis clos, loin de la médiatisation. L'affaire Evelyn Sios révèle la douloureuse vérité sur la profondeur des conflits qui peuvent se dissimuler derrière les apparences tranquilles de la vie quotidienne. Evelyn était une mère qui tentait de soutenir sa fille, malgré les désaccords, les tensions et les blessures. Elle avait ouvert sa maison à Johanna et à son compagnon dans l'espoir d'une réconciliation, d'un dialogue, d'une compréhension mutuelle. Mais en retour, elle a été trahie, poussée à l'extrême. Elle a été victime d'un meurtre prémédité, soigneusement orchestré, pour avoir défendu ses principes, pour avoir osé reprendre sa fille, pour avoir simplement voulu la guider. Elle a été condamnée à mort par sa propre famille. Cette tragédie nous rappelle que même les liens les plus intimes peuvent cacher des intentions que l'on refuse d'imaginer. Elle souligne à quel point l'amour d'une mère peut être rejeté, perverti ou brisé par l'incompréhension, la rancune ou la manipulation. Il ne reste plus qu'à espérer que la justice ira jusqu'au bout et que le nom d'Evelyn sera réhabilité dans les mémoires, non comme celui d'une femme sévère ou envahissante, mais comme celui d'une mère aimante, injustement sacrifiée. Un nom qui restera comme un symbole de loyauté, de courage et de silence brisé. L'affaire se déroula le 13 janvier 2018 à Taxco, dans l'état de Guerrero, au Mexique. Magdalena Aguilar Meru, alors âgée de 28 ans, avait convenu d'un rendez-vous avec son ex-mari, César Gómez Arciniega. Ils devaient se retrouver afin de se remettre leurs enfants, après quoi Magdalena avait prévu de rejoindre sa mère à l'église. Sa mère entendit la voix de sa fille pour la dernière fois au téléphone vers 17h30. À partir de ce moment, Magdalena ne donna plus aucun signe de vie. La découverte qui survint par la suite bouleversa profondément non seulement la famille et les proches, mais aussi la police. De tels cas demeurent extrêmement rares. C'est l'histoire de ce qu'un être humain peut en arriver à commettre lorsqu'il se laisse guider uniquement par ses désirs égoïstes, allant jusqu'à oublier les sentiments d'autrui et sa propre responsabilité envers ses enfants. Magdalena et César se rencontrèrent en 2011. Au début de leur relation, tout paraissait heureux et harmonieux. Ils étaient persuadés d'avoir trouvé leur âme sœur. 6 mois plus tard, leur premier enfant vint au monde. À partir de ce moment, le couple s'installa ensemble. Mais César révéla alors des traits de caractère jusque-là insoupçonnés. Il se montra rigide dans ses opinions, enclin au contrôle et sujet à une jalousie excessive. Peu à peu, des tensions et des conflits apparurent au sein de leur relation. Magdalena souhaitait poursuivre ses études et devenir nutritionniste, mais César s'y opposa catégoriquement. Il refusait qu'elle sorte, qu'elle travaille ou qu'elle s'épanouisse professionnellement. Selon lui, son rôle devait se limiter à s'occuper des enfants et à tenir la maison. La situation s'aggrave progressivement.
César exerçait un contrôle de plus en plus strict sur la vie de Magdalena. À certains moments, il adoptait un comportement agressif. Par la suite, plusieurs épisodes de violence domestique furent signalés. Les parents de la jeune femme remarquèrent qu'elle avait changé. Elle paraissait fatiguée, renfermée et avait perdu tout intérêt pour elle-même. Magdalena tentait de s'adapter aux exigences de son compagnon, car il réagissait de manière excessive aux moindres détails. Malgré ces épisodes de violence, leur relation se poursuivit. Peu de temps après, le couple eut un deuxième enfant, une fille. Au moment des faits, celle-ci était âgée de 4 ans et leur fils de 6 ans. En 2014, après avoir puisé dans ses ressources intérieures et grâce au soutien de sa famille, Magdalena prit la décision de mettre un terme à sa relation. En août, elle emmena ses enfants et quitta César pour s'installer chez ses parents. À plusieurs reprises, César se rendit chez eux pour tenter de la convaincre de revenir, lui promettant que tout changerait. Mais Magdalena resta inébranlable dans sa décision. Elle avait des rêves, des objectifs et des projets qui ne correspondaient pas au mode de vie de son ancien compagnon. En 2017, Magdalena acheva brillamment ses études et obtint un diplôme de nutritionniste. Peu après, elle commença à travailler dans un centre de santé local à Taxco, tout en ouvrant parallèlement son propre cabinet. Malgré son passé douloureux, elle n'empêcha jamais le père de voir ses enfants. Il s'entendait sur les jours où les enfants pouvaient passer du temps avec lui. Tout se déroula ainsi jusqu'au jour où la tragédie survint. Le 13 janvier 2018, Magdalena quitta la maison pour se rendre à une consultation au centre de santé. Ce jour-là, César devait lui ramener les enfants, qui avaient passé 2 jours avec lui. Ils avaient convenu de se retrouver à midi sur la place centrale de la ville. La jeune femme arriva à l'heure et attendit quelque temps. Mais César ne se présenta pas. Plus tard, il l'appela et proposa de reporter le rendez-vous à 14 heures. Cependant, il ne vint pas davantage. Ils convinrent alors d'un nouveau rendez-vous à 17 heures. Mais une fois encore, César ne se montra pas. Magdalena décida donc de se rendre elle-même chez lui, dans le quartier appelé La Guadalupe. À 17h30, sa mère la contacta à nouveau. Magdalena lui répondit qu'elle se trouvait chez César pour récupérer les enfants. Sa mère lui dit alors qu'elle l'attendrait à l'église. Mais le temps passait et sa fille ne revenait toujours pas. Sa mère lui envoya plusieurs messages, sans jamais obtenir de réponse. Au début, elle pensa que Magdalena avait peut-être choisi de retourner vivre avec son ancien compagnon, ce qui l'irrita. Cependant, lorsque la nuit fut passée et qu'elle n'avait toujours aucune nouvelle de sa fille, son inquiétude s'accrut. Le lendemain matin, elle se rendit de nouveau chez César. Elle y rencontra sa mère, Silvia Arciniega, qui lui assura que Magdalena était bienvenue, mais qu'elle n'était restée que très peu de temps. À ce moment-là, César sortit de la maison et confirma que Magdalena se trouvait chez lui vers 18 heures, mais qu'elle était repartie sans emmener les enfants. La mère remarqua pourtant d'étranges égratignures sur son visage. Elle comprit alors sans l'ombre d'un doute que quelque chose était arrivé. Les parents et les amis commencèrent aussitôt à rechercher activement Magdalena. Les appels passés à son téléphone étaient automatiquement redirigés vers le répondeur. Ses proches décidèrent donc d'alerter la police et de signaler sa disparition. Mais l'affaire ne fut malheureusement pas prise au sérieux. Les amis de Magdalena se mobilisèrent pour diffuser l'information relative à sa disparition sur les réseaux sociaux, dans l'espoir que quelqu'un puisse fournir un indice sur l'endroit où elle se trouvait. Quelques jours plus tard, les voisins de César déclarèrent avoir vu Magdalena entrer chez lui entre 17h30 et 18h. Cependant, personne ne l'aperçut en ressortir. Cette information alarma aussitôt la famille. Les parents recontactèrent la police pour demander une perquisition du domicile, craignant que Magdalena y soit retenue contre son gré. 9 jours plus tard, le 22 janvier 2018 à 11h15, la police procéda à une fouille dans l'établissement appartenant à César, connu sous le nom de El Bataneiro. Il s'agissait d'un petit local où il vendait de la nourriture avec sa mère. La pièce ne mesurait qu'environ 3 mètres de large. À l'intérieur se trouvaient des tables, des chaises et une cuisinière sur laquelle reposait une grande casserole. Lorsque les policiers soulevèrent le couvercle, ils furent saisis d'horreur. À l'intérieur gisaient des restes humains, comprenant aussi bien des membres supérieurs qu'inférieurs. Tout indiquait qu'ils avaient été partiellement cuisinés dans une sauce. Au cours d'une inspection plus approfondie des lieux, un sac en plastique noir fut découvert. Il contenait la partie inférieure du corps,
elle aussi soumise à un traitement thermique. Les autres parties furent retrouvées dans le réfrigérateur, à moitié décongelées. L'enquête confirma qu'il s'agissait bien de Magdalena Aguilar, portée disparue depuis plusieurs jours. Des enquêteurs et des militaires se rendirent immédiatement sur place. Le périmètre de l'établissement fut bouclé et un appel d'urgence adressé au parquet. La mère de Magdalena fut informée de l'horrible découverte. On lui annonça que sa fille avait été retrouvée. Dans la maison de César, mais dans une casserole. Les restes furent remis aux experts médico-légaux et la mère de Magdalena confirma par la suite qu'il s'agissait bien de sa fille. Lorsque la police arriva au domicile de la famille Arciniega, la maison était vide. Le soir même, la mère de César, Silvia Arciniega, fut arrêtée. Son fils, en revanche, avait disparu. Silvia déclara ignorer où il se trouvait et affirma n'avoir aucune idée de ce qui s'était passé. Malgré la réaction rapide des autorités locales, César était déjà en fuite. Les voisins confirmèrent de nouveau avoir vu Magdalena entrer ce soir-là dans la maison de César sans jamais l'en voir ressortir. Ce témoignage contrastait fortement avec les visites précédentes au cours desquelles il l'avait régulièrement vue arriver et repartir. La mère de Magdalena déclara avoir remarqué dès le lendemain que César portait des égratignures au visage, ce qui l'inquiéta profondément. Mais ce furent surtout les témoignages des enfants qui jouèrent un rôle décisif dans l'enquête. Malgré son jeune âge, le fils aîné expliqua aux policiers que ses parents s'étaient disputés ce soir-là. Il avait vu sa mère tomber à terre, puis son père l'attraper par le cou. Après cela, elle ne se réveilla plus. Selon lui, sa grand-mère, Silvia Arciniega, enferma ensuite les enfants dans leur chambre. L'enquête fut conduite avec la participation de criminologues, de chimistes judiciaires et de généticiens. Les résultats de l'autopsie confirmèrent que la cause du décès de Magdalena était l'asphyxie. Bien que la pièce eût été soigneusement nettoyée, les experts recoururent à un test au luminol, une substance permettant de détecter même les traces invisibles à l'œil nu. Ce procédé établit que le crime avait bien été commis dans la maison de la famille Arciniega. Le 6 décembre 2019, Silvia Arciniega, la mère de César, fut reconnue coupable de complicité dans le crime. Le tribunal la condamna à 40 ans de réclusion. Il fut démontré qu'elle avait connaissance des faits, mais qu'elle n'était pas intervenue. Pire encore, elle participa à la dissimulation des preuves. L'enquête établit que l'objectif consistait à faire disparaître complètement le corps. Les différentes parties avaient été soumises à un traitement thermique, avec l'intention de les donner ensuite aux chiens. Ce détail choqua même les enquêteurs les plus aguerris. César Gomez demeure en fuite. Son lieu de résidence reste inconnu et les autorités ne disposent d'aucun indice concret susceptible de mener à son arrestation. Cette affaire illustre de manière tragique la dangerosité des formes dissimulées de violence familiale, surtout lorsque tout paraît normal à première vue. Magdalena était une jeune femme qui rêvait d'une vie meilleure pour ses enfants. Sa mort violente provoqua un choc non seulement pour ses proches, mais aussi pour la société tout entière. Les enfants, désormais orphelins, furent confiés à leurs grands-parents maternels. Les autorités promirent une récompense de 500 000 pesos pour toute information fiable permettant de retrouver et d'arrêter César Gomez Arciniega.